En 1573, la reine-mère, Catherine de Médicis, ayant un jour reproché à son gendre, Henri de Navarre, d'avoir à son service Agrippa d'Aubigné et de ne l'avoir jamais vu à la messe, le roi de Navarre se tourne vers Agrippa et lui demande s'il avait fait ses Pâques. Agrippa d'Aubigné, surpris, répond « Eh, quoi? Qu'est-ce donc là, sire ?» Le roi lui demande « Mais êtes-vous allé à la messe un jour ?» Et Agrippa d'Aubigné lui répond « Bien sûr, sire, vendredi, ignorant, pauvre malheureux, que ce jour-là, dans toute l'année, était le seul jour sans messe. » Bien entendu, Henri de Navarre dit tout haut que là, il n'était pas très bien catéchisé et se met à rire, mais, ajoute Agrippa d'Aubigné, pas la reine-mère, qui le fit espionner d'encore plus près pour bien vérifier sa bonne catholicité. Si on regarde l'entrée d'Agrippa d'Aubigné au service d'Henri en 1573 comme premier écuyer du roi, un intérêt commun. D'un côté, l'intérêt pour Henri de Navarre d'avoir un espion bien introduit auprès des dames de la cour de France, de l'autre côté, pour Agrippa d'Aubigné, d'avoir un protecteur qui lui assure une certaine sécurité dans ces temps troublés. Et c'est là véritablement que l'on peut dire que débute l'amitié entre ces deux hommes. Et de 1573 à 1576, Agrippa d'Aubigné se présente sous le visage du grand frère et du mentor du jeune roi de Navarre. Il s'attribue d'abord, dans ses écrits, une part prépondérante, pour ne pas dire capitale, dans le déroulement de la fuite de la cour de France d'Henri en février 1576. Alors, je crois qu'il faut bien resituer, pour bien comprendre le déroulement de ces faits. Ça fait bientôt 4 ans qu'Henri est prisonnier au Louvre. Or, fin 1575, le climat s'est tendu. Jusqu'en 1575, il fait preuve d'une certaine liberté. Il peut aller chasser où il veut, à condition de ne pas s'éloigner au-delà de 10 lieues de Paris. Il est certes espionné, mais d'une manière relativement souple, je dirais. Or, fin 1575, la surveillance autour de lui se resserre progressivement, au point même de faire craindre pour sa vie. Ses principaux amis craignent une nouvelle Saint-Barthélemy qui cette fois-ci ne l'épargnerait pas, et Agrippa d'Aubigné est un des premiers à exprimer ses craintes. Dès le 1er janvier 1576, il conjure Henri au travers d'un poème en vers, accompagné d'un bouquet d'oliviers, de lauriers, de cyprès, à l'occasion des étrennes du 1er janvier, de fuir la cour quasi immédiatement, afin de sauver sa vie et de retrouver surtout son rang auprès des ennemis. Ce petit poème, le voilà. Sage, brave, constant, mon prince, fais ton compte, de régner, vivre, ou bien de ne survivre à ta honte. Si tu donnes la paix, je te donne l'olivier. Si tu vains, le laurier te reviendra après. Si tu meurs, le cyprès couronnera ton âme vive. Mais si tu ne fais aucun des trois, rends tout, olivier et laurier et cyprès. Le message est clair. Soit Henri se décide enfin à fuir la cour de France, à régner et à vaincre, quitte à mourir, soit la honte sera sur lui. Le message a beau être clair, Henri hésite toujours. Quelques jours plus tard, Agrippa d'Aubigné affirme dans ses mémoires avoir encore vertement admonesté son maître pour lui reprocher sa couardise et son indécision. Sire, c'est du moins comme ça que dans ses mémoires, il exprime s'être adressé à lui. Vous soupirez à Dieu l'absence de vos amis et fidèles serviteurs, mais eux combattent vos ennemis et vous les servez. Ils les remplissent de craintes véritables et vous les courtisez pour des espérances fausses. Ils ne craignent que Dieu, vous craignez une femme, Catherine de Médicis, devant laquelle vous joignez les mains quand vos amis ont le poing fermé. Ils sont à cheval et vous êtes à genoux. Quel esprit d'étourderie vous fait choisir d'être valet ici au lieu d'être le maître là?
N'êtes-vous point là de vous cacher derrière vous-même, si ce cachet était permis à un prince né comme vous? On remarquera de suite la liberté de ton avec laquelle un serviteur du roi de Navarre, même s'il est premier écuyer, s'adresse à son maître. Une liberté de ton qu'on va retrouver sur toute cette période et qui est une des traces véritables de la personnalité d'Agrippa d'Aubigné. Même si on le verra plus tard, cette liberté de ton vis-à-vis du roi de Navarre lui coûtera parfois de bien cruelles déceptions. Toutefois, Agrippa d'Aubigné, peu à peu, du moins d'après ce qu'il dit dans ses mémoires, parvient à convaincre le roi de Navarre, enfin, de fuir le Louvre et de fuir la cour de France. Deuxième chose, il affirme ensuite avoir été l'instigateur de cette fuite précipitée, un mois après, en février 1576. Il faut bien dire qu'Henri, lassé d'entendre Agrippa d'Aubigné l'admonester sans cesse sur sa lâcheté, s'est résolu, début février 1576, à réunir autour de lui quelques gentilshommes pour organiser un complot en vue de sa fuite. Le complot réunit en tout 5 hommes. Agrippa d'Aubigné, bien entendu, Henri de Navarre, cela va de soi, plus Guillaume de Fervaques, Antoine de Roquelaure, et le 5e étant Jean de La Barbe. Tout a été programmé pour fin février 1576. Le roi doit partir chasser de la forêt de Senlis, comme il le fait tous les jours. Et à cette occasion-là, il y a des gentilshommes qui doivent l'attendre sur place pour le libérer de l'escorte qui le surveille et l'aider à fuir et à retourner vers ses terres natales du sud-ouest. Le seul problème, c'est que ce complot a été programmé pour la fin du mois de février 1576. Or, un des conspirateurs, Guillaume de Fervaques, c'est du moins ce que dit Agrippa d'Aubigné dans ses mémoires, finalement trahit le complot bien avant, en révélant tout au roi de France, Henri III. C'est ce qu'écrit Agrippa d'Aubigné. Il affirme avoir vu le traître Fervaques, c'est lui-même qui emploie le mot, penché un soir dans la chambre du roi de France, en train de lui murmurer à l'oreille le complot qui est en train de se préparer. Aussitôt, il enfourche un destrier et, à bride abattue, parcourt les quelques lieues séparant le Louvre de Senlis, où se trouve Henri de Navarre en train de chasser, pour l'avertir de la trahison de Fervaques et que le roi de France sait tout du complot. Et c'est là, dit-il, qu'il porte, du moins qu'il assène à Henri, l'argument final qui va pousser celui-ci à s'enfuir en lui disant « Sire, le roi sait tout. Le chemin de la mort et de la honte, c'est Paris. Ceux de la vie et de la gloire sont partout ailleurs. Il est temps de sortir des ongles de vos geôliers pour vous jeter dans le sein de vos véritables amis et bons serviteurs. » Agrippa d'Aubigné ajoute que le roi, finalement, se range à cet avis-là et décide, de manière totalement impromptue, de fuir à travers la forêt en pleine nuit, accompagné de quelques-uns de ses amis, faussant compagnie à l'escorte qui les encadre, et puis de s'enfoncer par une nuit fort glacieuse, dit Agrippa d'Aubigné, à travers la forêt de Fontainebleau, puis les forêts avoisinantes, pour fuir Paris et fuir la captivité dans laquelle il se trouvait. Une fuite d'ailleurs qui lui aurait même permis de sauver la vie du roi de Navarre. Alors que la petite troupe de fuyards, ils sont à peine une dizaine, a fait halte en pleine nuit dans un village pour faire reposer les chevaux, le roi de Navarre, pris d'une envie pressante, s'est isolé dans une masure qu'il pense abandonner. Mais l'endroit est en réalité habité par une vieille femme qui, surprenant ce jeune impertinent dans une pose, il faut bien dire, assez singulière, saisit d'une serpe et s'apprête à lui fendre le crâne par derrière. Heureusement, Agrippa d'Aubigné, on ne sait comment, s'en aperçoit et arrive sans peine à désarmer la pauvre femme avant qu'elle ne fracasse le crâne d'Henri de Navarre. Rejoignant les autres fuyards, il ne peut résister alors à la tentation de narrer l'aventure
et au milieu des grands éclats de rire de tous les autres, de trousser un petit quatrain pour le moins osé. Alors, vous m'en excuserez, ce n'est pas de moi, c'est d'Agrippa d'Aubigné. Sire, dit-il, vous eussiez eu cette fin honorable, je vous eusse donné en guise d'épitaphe si giant roi par merveille, qui mourut comme Dieu permet, d'un coup de serpe et d'une vieille, comme il chiait dans une mer. Vous m'excuserez, l'expression n'est pas de moi, elle est d'Agrippa d'Aubigné. Ces hommes qui, tout en respectant Henri comme leur maître, n'hésitent pas à s'adresser à lui, plus comme un ami que comme un roi de Navarre qu'il est, et un roi de France qu'il deviendra plus tard. Alors qu'Henri de Navarre rejoint ces terres du sud-ouest avec sa bande de fuyards, Agrippa d'Aubigné fustige l'attitude de son maître qui hésite à abandonner à nouveau le catholicisme pour se convertir une nouvelle fois au protestantisme. Il dit, il n'hésite pas à critiquer l'attitude de ce roi qui fut 3 mois sans religion, si bien qu'il ne se présenta à la scène que 2 gentilshommes de l'escorte, moi-même, Agrippa d'Aubigné, et un autre nommé Laroque, finalement, au prix d'une persuasion, là aussi, de tous les jours, et quand on connaît Agrippa d'Aubigné, on sait ce que ça veut dire, une persuasion de tous les jours, telle la mouche du coche, il ne devait pas cesser d'harceler Henri là-dessus. Au bout de 3 mois, il obtient ce qu'il veut. Henri décide à nouveau, lors d'un prêche à Niort, le 13 juin 1576, d'abandonner le catholicisme et de revenir dans le giron de la véritable Église, ce que Agrippa d'Aubigné appelle la véritable Église, c'est-à-dire le protestantisme. Voilà d'abord, si on regarde, comment se tissent les liens d'amitié entre Agrippa d'Aubigné et Henri de Navarre. Si on regarde, on a véritablement l'impression d'un grand frère, constamment sur le dos de son cadet, n'hésitant pas à l'admonester, n'hésitant pas à le pousser vers je dirais, vers la bonne voie. C'est la façon dont il se présente. Or, bien entendu, ceci nous amène à une part de doute. Ces textes sont des textes qui ont été écrits par Agrippa d'Aubigné à la fin de sa vie, qui contiennent sans doute une part de vérité, mais aussi sans doute une part de forfanterie, une part d'exagération. Il semble, en tout cas, surprenant que le roi de Navarre, du haut de ses 24 ans, comme Agrippa d'Aubigné, ait aussi facilement cédé aux abjurations de son écuyer. Si Henri de Navarre s'est enfui de la cour du Louvre, c'est qu'il y avait bien d'autres raisons que les simples admonestations d'Agrippa d'Aubigné, même si ceux-ci, dans ses mémoires, se présente comme l'instigateur principal de cette fuite. On est à la fin de l'année 1576. Henri vient de revenir sur ces terres du sud-ouest, s'installe d'abord à Agen, puis ensuite à Nérac, et bien entendu, Agrippa d'Aubigné intègre son conseil privé avec le rang de premier écuyer de la maison de Navarre. Or, cette installation coïncide avec les débuts de la 5e guerre de religion, qui va s'étendre de 1576 jusqu'en 1577, et qui va donner l'occasion à Agrippa d'Aubigné de s'illustrer à maintes reprises dans les combats et les prises de ville, un petit peu partout en Gascogne et en Guyane, et de reprendre l'épée, puisque nous le disions tout à l'heure, Agrippa d'Aubigné a 2 plumes. Une plume de sang, c'est son épée, une plume où coule l'encre noire, c'est celle qui lui sert à écrire.